Ethereum va monter à 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 dollars parfois, j'ai vu sur internet. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, salut la team rentable. Aujourd'hui on parle de crypto, oui je sais, encore une vidéo crypto et encore une vidéo qui va durer longtemps puisqu'on va analyser en détail deux grosses news super importantes sur Ethereum. La première, les contrats futurs, et je vais t'expliquer tout ce qui va tourner autour de tout ça et pourquoi c'est une petite révolution. Et la deuxième, rappelle-toi, on avait parlé de Grayscale, qui est un des plus gros fonds institutionnels crypto. Ils ont sorti une étude sur l'Ethereum à leur tour, qui est poussée, etc. Donc on va en faire l'analyse dans cette vidéo. Petite parenthèse avant qu'on commence. Il y a des gens qui me disent voilà, il y a beaucoup de crypto en ce moment, oulala. Déjà, première chose, les vidéos crypto sont dans une playlist spéciale crypto-monnaie, crypto-asset. Donc, si ça ne te va pas, j'ai envie de te dire, c'est pareil, tu vas avoir les vidéos dans une autre playlist. Toujours est-il que pourquoi je parle beaucoup de crypto en ce moment? Tout simplement parce qu'il y a un momentum et quand tu es investisseur, moi je suis investisseur, je suis entrepreneur, je ne suis pas sectaire, je ne suis pas supporter de foot à supporter c'est mieux l'immobilier, c'est mieux l'Ethereum, c'est mieux le Bitcoin, c'est mieux la bourse, c'est mieux ceci, c'est mieux cela. Je vais là où il y a du flux, je vais là où il y a de l'action. Et en ce moment, sur le marché des cryptos, il y a énormément d'actions. Sur Ethereum, il y a beaucoup d'actions, il y a du momentum, il y a quelque chose qui se passe. Donc, si tu n'aimes pas l'argent ou que tu ne veux pas gagner d'argent, va là où il n'y a pas de momentum, mais ma faible expérience, mais quand même mes quelques erreurs sur les marchés financiers au sens large et l'investissement au sens large m'ont appris à aller là où se passe l'action et à prendre ce que le marché est prêt à te donner. En ce moment, le marché sur les cryptos est prêt à donner pas mal. Et puis quand il y aura un changement, on va coller à l'actu et on ira ailleurs. Tu commences à comprendre là comment je suis énervé en ce moment sur YouTube. Donc on collera à l'actu, mais en ce moment, l'actu, c'est beaucoup les cryptos. Encore une fois, les choses sont organisées en playlist, donc amuse-toi. Allez, on ne va pas perdre plus de temps. L'actu du jour, l'actu du moment, c'est quoi? C'est ça, c'est Ethereum qui a... Enfin, c'est même pas Ethereum d'ailleurs, hein, c'est CME, je vais t'expliquer ce que c'est, qui a mis en place les futurs sur l'Ethereum. Donc oui, certes, on parle d'Ethereum parce que les futurs vont être utilisés finalement pour trader le sous-jacent Ethereum, mais c'est pas une news qui est directement reliée au protocole Ethereum, à la crypto Ethereum. Alors, on nous dit dans cet article qu'en effet, les futurs ont été mis en place par CME, les contrats futurs. Alors déjà, on va devoir faire pas mal de parenthèses et d'explications dans cette vidéo. Je vais dégainer mon tableau blanc pour t'expliquer plusieurs choses. Ce qu'est CME déjà, ce que sont les futurs, les contrats futurs, pourquoi c'est important, pourquoi ça va apporter de la traction sur Ethereum, pourquoi ça va apporter peut-être une explosion de marché ou peut-être au contraire une contraction des volumes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors première chose, tiens déjà, avant d'aller faire de l'art, qui est CME? Alors CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. C'est tout simplement le plus gros exchange, hein, donc la plus grosse place boursière pour tout ce qui est dérivé. Et principalement les options et les futurs. Alors, on ne parlera pas d'options dans cette vidéo, on en parlera dans une autre. On en parlera aussi probablement en formation puisque c'est des stratégies qui sont très avancées, mais on va s'intéresser aux futurs. Toujours est-il que CME, tu vois les volumes qui sont là, ça ce sont des volumes journaliers. En janvier 2021, en milliards de dollars. Donc quand je te dis que le marché, souvent je te dis le marché des cryptos est tout petit par rapport à plein de marchés, et notamment au marché des dérivés, à chaque fois je pense à ce marché-là dont on parle là. CME n'est qu'un acteur, certes le plus gros, mais qu'un acteur sur ce marché-là. Regarde les volumes de transactions. Donc là, il y a tout leur sous-jacent, agriculture, énergie, etc., etc. On parle de centaines de milliards par jour, de centaines de milliards d'échanges, de centaines de milliards de trades, donc une liquidité absolument dingue avec derrière un clearing system, etc. On va le voir dans cette vidéo. Hein. Je vais vraiment t'expliquer du mieux que je peux comment fonctionne tout ça. Mais toujours est-il que voilà, tu vois, les volumes, là, amuse-toi à aller jeter un œil sur CoinMarketCap, etc., sur les volumes qu'on peut avoir sur les différentes cryptos tous les jours. C'est une fraction, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est aussi pour ça que ces marchés sont si volatiles. Hein. Il y a du bon et il y a du mauvais. Donc voilà pour CME, rapidement la présentation.
de l'acteur. On va en parler tout au long de cette vidéo, dans le détail, sur comment ça marche, pourquoi, qui c'est, etc. Je me suis amusé, j'ai fait le travail que tu devrais faire toi-même si tu fais tes devoirs, à aller regarder dans les volumes, parce que tout est très réglementé là, on est sur les marchés financiers, on n'est pas... Là, certes, le sous-jacent, ça va être de la crypto, puisqu'on va parler d'Ethereum, mais on est sur les marchés financiers là. Là, on est super régulé, on est SEC, on est machin, on est tout ce que tu veux. Donc, tout est hyper clair, tout est publié, tout est vérifié, tout est audité. Donc, on a les volumes ici. Et ce dont on parle, c'est de ces contrats-là. Ces contrats-là qui sont les nouveaux contrats sur l'Ethereum. Alors, je t'ai déjà peut-être perdu. Yann, c'est quoi un contrat futur? Comment ça marche? Ok, CME, on a compris, ils sont super gros, ils sont super réglementés, mais pourquoi? Comment? C'est quoi le changement? Alors, déjà, pour commencer, je vais t'expliquer en effet ce qu'est un contrat futur ou une future. On va se mettre en blanc, futur. Alors, on met un E, puisque ça s'écrit comme ça, tout simplement. Donc, me dites pas dans les commentaires « Ah, mais Yann, t'as mis un E à futur ?» Oui, ça s'écrit comme ça. Et d'ailleurs, tant que tu y es là, tant que tu es dans les commentaires, profites-en pour éclater le bouton like et apporter ton pouce à l'édifice, ça sera fait. Là, comme ça, en début de vidéo, on pose le truc, on met le petit like, on n'en parle plus. Donc, un contrat futur, c'est quoi? C'est bien un contrat. Donc, on va bien l'écrire comme ça. Pourquoi c'est important cette notion de contrat? Parce que dans un contrat, il y a des obligations qui sont reliés à ce contrat. Et il y a bien sûr des droits. C'est ça un contrat en droit. C'est des droits et des obligations, et puis le contrat en lui-même va finalement écrire légalement qui a les droits, qui a les obligations, comment ça marche, comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe si tu fais des conneries, etc. Donc, ce contrat-là, qui porte le nom de futur, comme son nom l'indique, va permettre d'acheter un sous-jacent, ou en tout cas d'acheter le droit d'obtenir un sous-jacent. Donc là, en l'occurrence, on parle d'Ethereum, mais il y a des futurs sur à peu près tout, à un prix déjà déterminé dans le futur, avec une date d'expiration. Alors on va faire un exemple fictif. Admettons qu'on est le jour 1, et puis j'achète un contrat futur qui va expirer, puisqu'il y a une date d'expiration, il y a une date de fin, qui finit dans 45 jours, au jour 45. Donc ici, on a la date d'expiration. Quand j'achète ce contrat, je l'achète bien sûr, là on a le prix, à un prix qui va être X. Par exemple, je sais pas moi, on s'en fout, on va pas mettre de prix pour pas te perdre. On l'achète à un prix X. Et comme tout élément sur les marchés financiers, le contrat futur lui-même va avoir une vie, avec une offre, une demande, des gens qui l'achètent, des gens qui le vendent. Donc le contrat futur lui-même va osciller selon la loi de l'offre et la demande, plus ou moins de volatilité, etc. Et à l'expiration, peu importe le prix où il va se trouver, ça n'est pas relié, je vais avoir le droit d'acheter le sous-jacent, donc là, en l'occurrence Ethereum, à un prix prédéterminé, le prix du moment où j'ai acheté le contrat. Donc par exemple, je te prends un exemple relativement simple, j'achète au jour 1 à... Je sais pas moi, mon contrat il est à peu près pas très loin du prix actuel, peut-être à 1400 par exemple. Et à l'expiration, au jour 45, j'aurai le droit d'obtenir un certain nombre d'Ethereum pour le prix que j'avais prévu au départ, soit 1400. Donc en gros, c'est une sorte d'assurance sur le futur. C'est même pas une assurance, c'est un droit futur. En fait, je suis en train d'acheter un droit futur. Quand j'achète, là pour l'exemple, on va être précis, chez CME, avec donc ces premiers contrats futurs qui sont un petit peu une révolution. Il y en a déjà qui existaient sur Bitcoin, mais il n'y avait que Bitcoin et ça avait mis 2 plombes à arriver, etc. Là, ça vient d'arriver sur Ethereum. Quand j'achète un contrat ETH, ça va me donner le droit d'obtenir à l'issue, à l'expiration, 50 ETH. Donc là, on comprend que c'est déjà pas pour les petits. Et en effet, les futurs, c'est plutôt soit une arme d'institutionnel, très clairement, au sens large, donc fonds de pension, fonds retraite, banquiers, traders, etc., hedge fund, voilà, tout ce qui est case institutionnelle, donc gros. Pourquoi? Parce que quand il faut que j'achète un contrat pour
si le sous-jacent c'est Ethereum et qu'un contrat égale 50 Ethereum, si j'achète le contrat au cours du jour, par exemple 1492, eh ben, j'achète un contrat, j'achète 1492 fois 50 et je vais friser ce prix, je vais bloquer ce prix et à l'expiration, je vais récupérer mes Ethereum, 50 Ethereum à ce prix-là. Okay, donc, je suis déjà un petit peu gros puisque j'y vais à coût de 50 Ethereum à chaque fois. Donc, c'est soit de l'institutionnel, soit du gros investisseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'expiration, ici, il y a différents types de contrats futurs. Il y a des contrats futurs, et je pense notamment aux contrats sur tout ce qui est commodité, sur tout ce qui est matière première, par exemple le blé, toutes les céréales, tout ce qui est pétrole, etc. Ces contrats futurs-là, à l'expiration, je prends livraison. Soit je prends livraison, soit on va rouler le contrat. Donc si je roule le contrat, en gros, je dis je ne veux pas la livraison, je passe sur le contrat des mois suivants et puis je continue à bloquer mes prix et je me sécurise. Ou soit je prends livraison carrément physique, c'est-à-dire que je récupère mes barils de pétrole, je récupère X, je récupère Y. Là, dans ce cas-là, ce contrat ne fonctionne pas comme ça. Il y a différents types de contrats, je te l'ai dit, et il y a des contrats où on n'est pas sur de la livraison physique, on est sur ce qu'on appelle du cash settlement, c'est-à-dire que je vais tout simplement récupérer la différence. Si j'ai parié, entre guillemets, à l'époque, quand j'ai acheté, que l'Ethereum, l'ETH, serait dans 45 jours à 1400, okay, et qu'à la sortie, il est à 1600, j'ai une différence ici de 200. Okay. Donc, le cash settlement va faire que je vais récupérer 200 par unité. Et je te rappelle que mon contrat fait 50 Ethereum, donc 200 fois 50. Okay. Et tout simplement, je vais être crédité de la somme. J'ai aussi l'option de rouler et de faire du spread trading. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, je peux repasser sur les contrats suivants, pareil, si ça ne m'arrange pas et que le cash settlement ne m'intéresse pas et que je préfère continuer à me couvrir. Globalement, on va pouvoir utiliser ces futurs, maintenant que tu as compris le fonctionnement général, de deux grandes façons. Soit, en effet, pour parier sur un prix futur, à la hausse comme à la baisse, parce que je peux acheter le contrat, je peux aussi le shorter, je peux aussi le vendre. On peut aussi l'utiliser comme couverture, c'est-à-dire pour se couvrir dans l'autre sens. Si je short, j'achète, si j'achète, je short, ce qui fait que d'un côté je suis vendeur, d'un côté je suis acheteur, et ma position va moins pouvoir, je vais avoir un espace en fait de spread au milieu où je vais être risqué, et puis si ça part trop haut, je suis sécurisé d'un côté par mon achat ou ma vente, et si ça part trop bas, je suis sécurisé de l'autre côté par mon achat ou ma vente, et ça permet de trader dans un range qui est déjà prédéfini, ou en tout cas avec un niveau de risque qui est déjà prédéfini. Bon, mais là, on va déjà trop loin dans les détails de trucs de trader. Ce qui nous intéresse, c'est juste de comprendre à quoi servent les futurs et à quel point les volumes sont importants sur ces futurs-là. On a vu les tailles de contrat, on a vu qu'on était sur le CME, que c'était édité par le CME, c'était mis sur le marché par le CME, qui est la plus grosse place de marché pour tout ce qui est futurs, options, etc., tous ces contrats dérivés. On a compris que c'était un outil d'institutionnel. Tiens, il y a un dernier truc qu'on n'a pas compris, qu'il faut quand même que je t'explique, qui est important pour la suite, parce qu'on va aller regarder précisément ce qui se passe en ce moment sur ces contrats futurs, c'est le prix spot. Donc, on va avoir trois types de prix. On va avoir le prix spot. Le prix spot, c'est quoi? C'est le prix que tu connais toi. Okay, le prix spot, c'est le vrai prix à l'instant T de l'Ethereum. Okay, 1400, 1300, 1200, 800, etc. Le prix spot, tu sais, il bouge, il augmente, il baisse, etc. Donc ça, c'est le prix de marché. Et ensuite, quand j'achète mon contrat futur, attends, je vais faire un dessin plus facile que ça, parce que là, j'ai mis trop de volatilité, ça va être compliqué à dessiner. Donc le spot, il fait comme ça. Ensuite, quand j'achète mon contrat futur, j'ai deux grandes situations qui peuvent se présenter à moi. Soit j'achète plus cher, parce que j'ai un premium positif, okay, parce que c'est tout simple, il y a beaucoup de demandes, tout le monde veut en acheter, tout le monde pense que ça va monter dans le futur, tout le monde pense qu'il va sécuriser un prix tout simplement plus intéressant aujourd'hui. Si j'achète aujourd'hui mon contrat futur et que je pense que le sous-jacent va monter, tout simplement, s'il monte et que j'ai raison, j'ai sécurisé mon prix à ce moment-là, donc je suis content. Mais si tout le monde fait ça et si tout le monde est d'accord, je vais devoir payer un premium, parce que je ne peux pas sécuriser un prix gratuitement. Tu vois, le marché ne peut pas me dire oui, c'est gratuit, tu sécurises un prix qui va peut-être monter et tu ne vas rien me payer en échange. Non, je vais payer un premium. Le premium va se situer là. Donc en gros, je vais payer plus cher mon contrat futur. Et au fur et à mesure que le temps va avancer jusqu'à l'expiration, je vais aller finalement le payer de plus en plus proche du prix spot. Et puis le jour de l'expiration, en effet, les prix des contrats se rejoignent. Mais il y a une deuxième situation de marché
qui est ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tout le monde croit que ça va descendre, j'ai un premium inversé. C'est-à-dire que je vais payer moins cher que le cours actuel. Donc ça ressemble à ça. Et puis plus le temps va passer, et plus on va approcher de l'expiration du contrat en question. Après, des contrats, il y en a tous les mois. Hop, et ça va se rapprocher du prix spot. Cette situation, ça s'appelle le contango, juste pour qu'on comprenne les mots. Et cette situation, ça s'appelle la backwardation. Backwardation. Donc contango, backwardation, c'est des mots anglais qui en plus ont été triturés dans tous les sens. Donc soit on est en situation de contango, en gros le marché dit on est prêt à payer un premium pour sécuriser le prix parce qu'on pense que le prix va monter, donc du coup on est prêt à payer un peu plus cher, mais ce un peu plus cher on pense que c'est pas trop cher par rapport au prix futur. Donc ça, on est en situation de contango, c'est ce qui se passe actuellement, on va le voir. Ou soit le marché à l'inverse pense que ça va plutôt descendre, et donc il n'est pas prêt à payer un premium, au contraire il veut payer moins cher parce qu'il pense que dans le futur ça va descendre, donc on est en situation de backwardation, et on est là, et on va payer moins cher. Bien sûr, dans les deux cas, on peut se tromper. Parfois, on aura payé un premium et on s'est trompé, le marché n'a pas monté et descendu. Du coup, au moment du cash settlement, on va se manger une moins-value. Et inversement, parfois, on a payé moins cher et puis le marché il a explosé. Et au moment du cash settlement, on va pareil se manger une moins-value. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne de façon globale sur ces contrats-là. Maintenant, la question, c'est de se dire, OK, on a compris comment ça fonctionne, on a compris que c'est un outil institutionnel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, tout de suite ? Allons-y. Donc, ils sont tout neufs, ces contrats futurs. Tu vois, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 3 jours qu'ils ont été mis sur le marché. On a ici, sur le site de CME, je t'ai dit que toutes les données étaient complètement transparentes. Donc, on a ici le nombre de contrats, ce qu'on appelle l'open interest, c'est-à-dire le nombre de contrats qui sont ouverts en ce moment. Combien de gens ont acheté ces contrats-là, combien de gros gens ont acheté ces contrats-là, puisque là, tu vois que pour le mois de février, donc ça, c'est les mois d'expiration. Je t'ai dit qu'il y avait une date d'expiration. Donc pour l'expiration de février, qui est le 21 février, on a 252 contrats qui sont ouverts en ce moment. Ce qui veut dire 252, je te rappelle qu'un contrat égale 50 ETH fois 50. On a actuellement 12 500 ETH qui sont en balance. Okay, donc là, on comprend bien que plus il y a de gens qui vont être intéressés par ces contrats, plus il va y avoir de ETH qui sont prisonniers de ces contrats, entre guillemets, parce qu'on va le voir après, il y a un clearing system, c'est-à-dire que c'est pas j'achète un contrat, mais derrière la personne qui me vend le contrat, donc l'émetteur, la CME, ils ne me vendent pas un contrat en mode tiens je te vends un contrat, il ne se passe rien. Non, non, lui derrière, il doit mettre une contrepartie, c'est-à-dire qu'il doit vraiment détenir des ETH. Donc soit les acheter, soit mettre en collatéral une partie de ces Ethereum qu'il détient déjà, parce que bien sûr ils ont une réserve, etc. Donc on comprend que plus il y a de contrats en cours, avec un open interest positif, ouvert en ce moment, plus il y a de ETH qui sont bloqués, en tout cas qui sont collatéralisés sur le marché. Donc forcément, on fait une pression sur la demande, et donc forcément, il est possible que ça aide à tirer les prix vers le haut. En tout cas, tant qu'on est en situation de contango, comme on l'est aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on paye le contrat un petit peu plus cher que le prix spot. C'est très simple, quand on paye le contrat un peu plus cher que le prix spot, on est en contango et théoriquement, la demande est supérieure à l'offre, donc théoriquement, toujours pareil, les prix vont continuer à augmenter. Si on va voir rapidement, juste pour comparer, sur les contrats Bitcoin, parce que les contrats Bitcoin, ils sont depuis beaucoup plus longtemps en place. Alors, il y a une petite feinte à connaître. Je t'ai dit que pour Ethereum, un contrat égale 50 Ethereum. Pour Bitcoin, tu comprends bien que le Bitcoin étant beaucoup plus cher, le multiple est moindre, un contrat égale 5 Bitcoin. Mais finalement, un contrat 5 Bitcoin, ça fait beaucoup d'argent au cours actuel. Donc, regarde le nombre de contrats ouverts sur l'Open Interest, par exemple, pour l'échéance du 21 février. On a 7254 contrats ouverts. Donc 7254 x 5, on a 36 270 Bitcoin bloqués, entre guillemets, ou en tout cas, encore une fois, collatéralisés. Si je regarde le cours actuel là, donc de mes 36 270 Bitcoin, fois 45 052, là tout de suite maintenant, on est sur, je suis obligé de tourner mon téléphone en mode, en mode plus de chiffres, parce que ça ne rentre pas dans l'autre sens, on a 1 600 000, rien que là, sur ces contrats-là, chez CME, bon pour l'instant il n'y a que eux
qui font des contrats futurs pour le Bitcoin, on a 1,6 milliard $ équivalent dollars collatéralisés dans ces contrats-là. Donc on comprend que c'est encore une fois un outil d'instit. On a vu l'importance des instits sur ce marché-là, on a vu la rentrée des instits, on a vu la rentrée des instits dans Grayscale, et bien là on voit une rentrée des instits sur les contrats futurs, enfin pas une rentrée, hein, puisque là ils sont bien installés sur les contrats futurs de façon assez violente, tu vois. Alors, il y a une deuxième chose quand même qu'on peut noter, c'est que, tu vois, autant sur l'échéance là du 21 février, donc aujourd'hui on est le 11, on a beaucoup de contrats ouverts. Sur l'échéance de mars, on a encore pas mal de contrats ouverts. Par contre, avril, mai, juin, etc., il y a beaucoup moins d'intérêt. Quand on va regarder d'autres sous-jacents, typiquement, je pense au pétrole, qui est pas mal suivi. Je pense à tous les sous-jacents qui vont être risqués, sur lesquels on va se collatéraliser. D'ailleurs, il y a des futurs sur absolument tout. Il y a des futurs sur actions, il y a des futurs sur les index, sur le S&P 500, etc. Quand on regarde ces gros contrats futurs, très traités, très tradés, on voit que l'open interest va plus loin sur les mois d'échéance de ces contrats-là. Donc, ce qu'on peut analyser là rapidement, c'est de se dire, ok, oui, les instits sont là forts sur Bitcoin, ils sont en train d'arriver sur Ethereum, de plus en plus. On va devoir surveiller qu'ils continuent à arriver. Moi, je veux voir plus de contrats, là, tu vois, j'en vois pas assez hein, pour l'instant. Bon, enfin, en même temps, ça fait que 3 jours, hein. Mais tu vois, j'en vois que 336 ouverts. Et je vois aussi que 3 échéances pour l'instant ouvertes par CME, parce que pareil, il y a des collatéraux, etc. à mettre en face, donc ils ne peuvent pas tout ouvrir d'un coup. Mais là, je veux voir des lignes qui se rajoutent, je veux voir des contrats qui vont plus loin, et là, je veux voir de l'open interest qui augmente vraiment, et je veux voir ici, tu vois, que ça explose au niveau de l'open interest. C'est ce que je vais surveiller, en tout cas, pour l'intérêt institutionnel. Et on l'a vu, l'intérêt des particuliers, c'est eux qui font le marché jusqu'ici et qui ont beaucoup fait le marché. L'intérêt des mineurs, on va aussi en reparler un petit peu plus tard, fait aussi le marché, mais les big boys, hein, on l'avait vu plus tôt sur plusieurs analyses, c'est quand même eux qui ont la grosse monnaie, et c'est eux qui sont là qui peuvent poser lourd, et c'est eux qui sont là qui peuvent faire bouger les cours. Donc, enfin, qui peuvent continuer en tout cas à tenir cette exponentielle des cours. On veut voir cette courbe qui continue à exploser, pas trop vite non plus pour pas trop nous faire peur, mais quand même assez vite pour continuer à attirer des retail, des investisseurs classiques, et puis tout simplement tenir le mouvement. Parce que plus on avance finalement dans le temps, et plus le mouvement est dur à tenir. La courbe, tu la connais, hein, elle fait ça, boum, ça explose, bon, on pense que c'est en haut, et puis en fait ça l'est pas, et puis ça continue, etc. Et jusqu'où ça va monter, c'est la grande question à laquelle on cherche à répondre. Mais pour tenir ce mouvement-là, il faut quand même une pression acheteuse extrêmement importante. Il faut une vraie pression acheteuse. Là, ça ne suffit pas d'avoir plutôt plus d'acheteurs que de vendeurs. Non, il faut beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et il faut des acheteurs avec des grosses poches, des gros instits. Et il faut toute cette liquidité justement qui vient dans le marché avec les instits, avec les contrats dérivés, avec tout ce qu'on est en train de voir, qui vient amener de la liquidité là-dedans. Je t'ai parlé rapidement du clearing system et du collatéral et pourquoi finalement ces contrats dérivés, c'est pas juste tiens, je t'achète un droit, je te vends un droit, je te vends le droit d'acheter plus tard à tel prix, d'être sûr du prix où tu vas acheter. Il y a quand même la notion de clearing system qu'il faut comprendre qui est assez simple. Tiens, je vais te la dessiner. Donc ici, on a CME, on l'a vu. Donc CME, Chicago Mercantile Exchange, qui est un exchange, hein, qui est une place de bourse. Okay. Sur cette place de bourse, qui vient se greffer? Tout simplement les brokers. Hein, donc les brokers, tout le monde connaît, hein, c'est eux qui permettent de traiter des ordres, hein, puisqu'on ne peut pas se brancher, nous particuliers, directement sur les places de bourse. Et puis même les instits vont... alors, ce n'est pas les mêmes brokers, hein, c'est encore une fois vulgarisé, mais eux non plus ne vont pas se brancher directement aux exchanges, ils ont besoin de passer par des intermédiaires. En dessous, donc, on a soit des particuliers, soit des instits qui sont là et qui sont branchés directement. Le Chicago Mercantile Exchange, et puis d'autres, éventuellement, parce qu'il pourrait y avoir d'autres exchanges, hein, je ne sais pas. Alors ça ne marche pas dans mon exemple, mais ça pourrait être le NYSE par exemple. Bon là on parle de futur, ça ne fonctionne pas, mais je t'explique le principe du cash settlement. On pourrait aussi mettre dans cette balance-là des banques. Okay, donc tout ce qui est grosses banques d'affaires, tu vois, elles sont bien grosses, qui elles aussi vont finalement faire appel au Chicago Mercantile Exchange et vont vouloir des contrats futurs. Sauf que elles ne vont pas y aller directement comme ça. Elles vont y aller directement pour acheter, oui,
mais ça ne va pas se passer aussi simplement que ça. C'est-à-dire que lui, là, il est branché à un clearing system, CS. Tiens, on va le mettre en rouge. Et tous les jours, il faut que tous les acteurs du marché, donc cet exchange-là, éventuellement un autre exchange, éventuellement les banques, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'un exchange, bref, tous les acteurs qui, là, on parle de contrats futurs, traitent des contrats futurs, soit les achètent, soit les vendent, soit les shortent, les longs ou tout ce que tu as envie, ils doivent reporter, entre guillemets, à ce clearing system. Et c'est-à-dire que ça, c'est tout simplement un système informatique qui va tenir les comptes. Ça, c'est un livre de comptes géant avec deux côtés. Les acheteurs, les vendeurs. Qui a acheté quoi? Alors forcément, les acheteurs de contrats dérivés, ils vont faire appel à des vendeurs qui sont un petit peu plus gros, un petit peu plus instits, on l'a vu ici. Mais globalement, au niveau du clearing system, c'est tout simple, c'est des acheteurs et des vendeurs. À chaque fois qu'il y a un acheteur, le vendeur doit être couvert. À chaque fois qu'il y a un vendeur, l'acheteur doit être couvert. C'est très simple. Donc si je te vends un contrat futur qui te donne le droit à, je te rappelle, 50 ETH, le soir, au niveau du clearing system, on va vérifier le nombre de contrats futurs que j'ai vendus. Admettons, j'en ai vendu 500. C'est pas compliqué. J'ai 500 fois 500 ETH que je dois avoir en collatéral. Ok? Donc ça, c'est quand même super important à comprendre parce que c'est pas du vent. Tu vois, c'est pas genre oui, je te fais une promesse, je mets ma parole, je mets un contrat. Tu sais, quand on dit contrat, on pense juste j'ai signé un papier. Non, non, je dois collatéraliser ce contrat. Alors ça peut être directement avec le sous-jacent, ça va être le cas le plus fréquemment, mais il y a aussi des moyens de s'arranger où je peux mettre de la dette en collatéralisation, je peux mettre du cash, je peux mettre tiens, j'ai pas assez de sous-jacent, tiens, je fais une partie de sous-jacent que je vais bloquer plus une partie de cash, etc. Après, ils peuvent se prêter entre eux, enfin c'est un bordel monstre, j'ai super simplifié, mais globalement c'est ça. À la fin de la journée, on doit être équilibré, on siffle la fin de la partie là. On en est où? Ok, est-ce que tout est équilibré? Pourquoi on a mis ça en place? Pour tout simplement pas qu'il y ait des crises absolument dingues qui se mettent en place où il y en a un qui fait faillite. Pourquoi? On ne sait pas. Lui, il fait faillite. Si lui, il n'est pas collatéralisé correctement grâce à ce clearing system, lui, il avait vendu peut-être à lui, puis qui avait vendu à ses clients, puis lui, il avait acheté là parce qu'il était client aux deux endroits, puis lui, il avait financé lui, puis lui, il achète ici, puis il achète là, etc. Et puis finalement, patatras, tout explose au moment d'une faillite d'un acteur ou tout simplement d'un défaut, même pas forcément d'une faillite, d'un acteur, voire même d'un gros client. Parce que ce n'est pas forcément l'acteur, ça peut être un gros client. Moi j'arrive, j'ai tellement d'argent que je fais 10% de ton volume de transaction. 6 mois, je te fais faux bon ou je m'en vais aux Bahamas. C'est compliqué, tu vois. Donc c'est pour ça que ce clearing system est en place. Pourquoi je te fais chier avec ce clearing system? Et je te l'explique, et je te le vulgarise, pour comprendre qu'on est vraiment collatéralisé. Donc, plus, si je remonte dans le temps, il y a de contrats futurs, et on le verra aussi avec les options, qui sont émises et qui sont achetées et qui sont traitées et qui sont échangées, plus il y a de collatéral. Plus il y a de collatéral, plus on vient souffler sur les braises. Tu sais, le marché, c'est un petit peu un feu. Et pour alimenter ce feu et puis pour faire monter les cours, il faut du carburant. Si il n'y a pas de bois ici, ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc oui, il faut du bois. Okay. Le bois, c'est l'argent du début. D'accord? Je mets de l'argent, c'est l'argent du début, c'est le bois. Mais après, si je n'ai pas l'oxygène, si je n'ai pas un peu de comburant, si je n'ai pas quelqu'un là qui vient souffler sur les braises ici, le feu, tout simplement, il va mourir tout doucement, tu vois. Donc oui, il faut de l'argent, mais il faut aussi des flux qui viennent. Et le fait d'avoir de plus en plus d'outils dérivés comme ça, et puis on a vu les volumes absolument dingues qu'il y avait sur les dérivés, parce qu'on a vu que ça s'ouvrait de plus en plus aux institutionnels, on a du flux. Donc en plus on a l'argent du début parce qu'on sait, on a vu qu'il y avait de l'argent, même si le market cap c'était pas exact, etc. On a vu que les gens sont intéressés par les cryptos, donc ça monte. Mais il nous faut du flux. Et là, grâce à tout ça, on a de plus en plus de flux. Et ça c'est inédit, ça c'est intéressant, ça sent bon, ça sent l'instit. Deuxième chose, donc première chose déjà, les contrats c'est cool. Deuxième chose, on est en situation de contango, donc là les gens actuellement sont plutôt, enfin les acteurs du marché, et ces gros acteurs sont plutôt, il y a un consensus pour plutôt dire que les prix seront quand même plutôt plus hauts demain. Par contre, tu as vu que au niveau de l'open interest, on ne va pas très loin dans les mois futurs, donc il y a quand même une inconnue, et on le comprend très bien, on a tous la même, et les instituts avec leur gestion financière et leur gestion de risque qui est beaucoup plus serrée que la nôtre, on comprend aussi que c'est dur pour eux d'aller sur de plus en plus de mois. Donc moi, ce que je veux surveiller, c'est ça, plus de contrats et des ouvertures plus loin, pour que même eux, grosse gestion de risque, soient en mode
Ah ouais, ben, même nous, on a la vision et on pense que ça va continuer à monter dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Ça sera le signe, ça me fera moins peur. Encore une fois, je te dis souvent que j'ai peur de la débilité de marché. Là, tu vois, oui, bon, ok, il y a des contrats futurs, etc., mais j'ai quand même encore un peu peur. Sur Bitcoin, moins, sur Ethereum, un peu, parce que on ne voit pas assez loin, et donc là, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, mais encore une fois, c'est un faisceau de preuves, hein, on ne peut pas, avec une seule preuve, se dire, ok, c'est noir ou c'est blanc, mais là, tu vois, quand je vois ça, je me dis, ils sont un peu sur des œufs, là, les instits. Il y aurait pu avoir plus d'open interest, ça pourrait aller plus loin. Donc, est-ce qu'ils n'entretiennent pas juste la spéculation pour sortir et puis recte tout le monde et prendre de l'argent? Donc ça me fait quand même me dire, restons prudents et faisons très attention aux trucs délirants de ça va monter à 5 000, 10 000, 100 000, là je commence à voir des trucs, tu vois. On va en reparler à la fin de la vidéo. Donc, voilà, mes deux premiers points, je te fais des parenthèses dans des parenthèses. Troisième point aussi qui me fait dire que c'est quand même intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de sell de news. Souvent, quand il y a une news, quand il y a quelque chose, tu sais, une rumeur, il y a quelque chose qui va arriver sur le marché, un événement comme celui-là, boum, on ouvre les contrats futurs tel jour, bien souvent, tous les jours et les semaines qui précèdent la news, bah, on achète parce que tout le monde, hein, si tu te rappelles le marché, hein, c'est la somme des acteurs. Et puis tous ces acteurs-là, il y en a toujours un qui veut être plus intelligent. Lui, il dit « Ah, moi je suis plus intelligent que tout le monde ». Donc lui, il commence à charger avant, tu vois, en disant « Ah, là, dans 45 jours, il y a les contrats futurs, moi je vais commencer à charger ». Sauf que lui, il n'est pas plus intelligent que lui, que lui, que lui, que lui. Donc en fait, tout le monde, en vrai, commence à anticiper. Le marché est toujours en train d'anticiper. Et souvent, le jour de la news, boum, celle de news. Et donc, boum, les cours s'effondrent. Là, on n'a pas eu ça. Encore une fois, pour toutes ces raisons-là, je trouve que ça, c'est pas déconnant. Je trouve que c'est pas déconnant. Je trouve que, voilà, ça pourrait être pire, mais ça pourrait difficilement être beaucoup mieux. Plus de volume, ça serait bien, mais ça se passe bien. Donc ça, c'était la première news, rapidement vulgarisée, expliquée, qui peut faire la différence. Maintenant, il y en a une deuxième qui vient de sortir, je te l'ai dit, c'est ça. Ça, c'est Grayscale, tu connais, on a déjà vu ensemble, c'est eux, le gros fonds Instit. Donc ça n'a plus rien à voir avec les futurs, hein, on parle de complètement autre chose. Eux, je te rappelle, si tu n'as pas vu les premières vidéos, tu vas jeter un œil dans la playlist crypto. C'est le gros fonds pour les instits. Quand ils veulent, voilà, tu as 50 millions, tu as 100 millions, tu as 300 millions, tu veux poser sur les cryptos. Quand tu es une banque, quand tu es un instit, quand tu es un family office, tu n'as pas 50 choix, tu n'as vraiment pas grand-chose. Donc maintenant, oui, tu commences à avoir des contrats futurs, mais tu as aussi Grayscale. Boom. Grayscale, souvent, ils nous envoient des recherches, ils nous envoient des ressources, etc. Et là, ils ont sorti ça. C'est leur analyse. C'est tout neuf, hein, ça, tu vois, février 2021, sur l'Ethereum. Donc je te propose qu'on l'analyse ensemble, qu'on le lise ensemble, et puis qu'on voit ce qui se passe, quoi, tout simplement. Qu'on décide de se dire, est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça sent pas bon. On y va. Alors, je te l'ai pré-étudié pour qu'on puisse aller vite et qu'on ne lise pas tout à la main. Okay, donc, la première chose qui m'intéresse ici, c'est qu'en effet, il y a un consensus qui est en train de se mettre en place. Et encore une fois, c'est très important, attends, je te fais un petit prérequis, de comprendre qu'on parle à des instits. Et même si toi, tu es peut-être là et tu t'investis dans les cryptos peut-être comme moi depuis 5 ans, 6 ans, etc. et ça te semble... Oui, ok, on a compris la différence entre Ethereum et Bitcoin, on a compris ce qu'elle fait celle-ci, ce qu'elle fait celle-là, on a compris plein de trucs. Et t'as l'impression un peu qu'ils débarquent, les gars. Parce que, bah oui, c'est à l'ancienne, c'est des boomers, on parle à des gens dans des banques d'affaires, etc. Donc, oui, moi je suis très positif quand je vois des gros fonds instits comme ça qui viennent à vulgariser et à expliquer à leurs clients pourquoi c'est différent. Donc déjà, ça veut dire qu'ils ont compris, ce qui n'était vraiment pas gagné au début, pourquoi c'est différent, comment ça marche et surtout comment ça peut intéresser leurs clients en termes d'allocation d'actifs. Donc là, tu vois, ils sont en train de faire du conseil, etc. Ils sont en train de... Alors, ils ne font pas du conseil parce que ce n'est pas légalement du conseil, mais en tout cas, ils sont en train de vulgariser, d'émettre des documentations, etc. Donc, c'est quand même super intéressant. C'est quand même super intéressant et ça, c'est un vrai changement. Et ça arrive là. Ça arrive depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 1 an et demi, mais pas depuis très longtemps. Donc là, en effet, on explique que Ethereum n'est pas Bitcoin
et qu'il y a des différences, et que ces différences, il faut les prendre en compte, et que peut-être que dans un portefeuille équilibré, il faudrait avoir les deux, que ça serait peut-être intéressant, que Ethereum, on est plus sur quelque chose d'adaptatif, de flexible, on a plus d'innovation. On dit souvent, tu sais, que Bitcoin, c'est un peu l'or digital, ou en tout cas on l'espère, c'est plutôt un store of value, c'est-à-dire qui permet à stocker de l'argent, hein, comme on fait avec l'or. Là, on explique quand même aux instituts que Ethereum, c'est plutôt de l'innovation, c'est plutôt un vecteur de liquidité, c'est plutôt quelque chose qui va permettre de mettre en place, tu vois, des innovations pour la finance. Et on va le voir un petit peu plus tard, et tu le sais peut-être si tu t'intéresses à Ethereum et à tout ce qui est DeFi, donc la finance décentralisée. Bah oui, tout ce qui est finance décentralisée, donc c'est Ethereum qui permet aujourd'hui, c'est grâce à Ethereum aujourd'hui qu'on a la DeFi, c'est grâce à Ethereum aujourd'hui qu'on fait du stacking, c'est grâce à Ethereum aujourd'hui qu'on peut faire du prêt sur ces cryptos, qu'on peut emprunter en crypto en quelques secondes, faire un prêt, paf, collatéralisé, c'est bloqué sur la blockchain avec un smart contract, etc. Tout ça, c'est grâce à Ethereum. Ethereum, ça a été le premier à créer les algos de smart contracts, c'est-à-dire que quand même sur la blockchain, qui est déjà quelque chose de très sécurisé, on vient créer des smart contracts, qui sont des contrats intelligents que personne ne peut falsifier et qu'on ne peut même pas toucher. C'est-à-dire que si je dis que le smart contract il est bloqué, personne ne peut le toucher, et puis quoi qu'il arrive, il arrive jusqu'à cette date, et les effets c'est ça, et les parties à l'intérieur c'est toi, toi et toi, je ne peux pas le prendre, le déchirer, et puis automatiquement, il va, quand le bon jour va arriver, ce qu'il y a programmé dans le contrat va se déclencher. Et peu importe que je sois le président de la République, un avocat ou tout ce que tu as envie, ce qui est noté dans un smart contract se met en place. Alors bien sûr, on peut programmer plein de choses à l'intérieur, mais c'est scellé dans la blockchain. Tout ça, ça vient d'Ethereum. Et tout ça, c'est ce qui permet la DeFi et c'est ce qui permet de créer les banques du futur, hein. C'est ça, on parle de ça, on parle de la finance du futur, on parle des banques du futur. Et même aujourd'hui, les instituts, qui sont eux-mêmes des banques, enfin pour la plupart, en tout cas en partie, qui sont eux-mêmes des banques d'affaires, des banques d'investissement, commencent à comprendre ça. Et il y a quelques temps, rappelle-toi, ces mêmes instituts, les Goldman Sachs, etc., nous disaient les Warren Buffett, enfin plein de grands noms, les Ray Dalio, nous disaient le crypto c'est voué à l'échec, le Bitcoin c'est un scam, vous allez perdre votre argent. Aujourd'hui, ces mêmes personnes nous disent j'ai changé d'avis, j'investis. Des grosses boîtes, on l'a vu avec Tesla, prennent le risque de mettre quand même des sommes significatives, de venir peut-être déséquilibrer leur bilan si ça se passe mal dans les cryptos. Et tous ces gros fonds et tous ces aimants à instituts finalement, eux-mêmes ne voient plus les protocoles, les cryptos et tout ce que ça permet comme un risque. Parce qu'avant, pourquoi ils disaient c'est nul, hein, c'est qu'ils le voyaient comme un risque, ça leur faisait peur. Ils disaient on va perdre nos prêts, on va perdre la possibilité de gérer les flux d'argent, ça ne va plus passer par nous, on va perdre les taux d'intérêt, on va perdre tout ce qui fait qu'on gagne de l'argent, hein, globalement. Ils en ont plus peur aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont compris que là, on a un vrai shift, que c'était avec ou sans eux. Et si ils veulent y aller, c'est maintenant. Et s'ils veulent se sauver et prendre une part de ce qui est prenable, parce que le marché est quand même vachement manipulable, parce qu'on l'a vu, il n'est pas encore très gros, etc. Et je pense qu'ils ont compris ça. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils se mettent dans la brèche, qu'ils accompagnent le mouvement, qu'ils cherchent à faire de l'argent comme ils savent très bien faire sur les marchés financiers, sur les cryptos. Et ils ne sont plus en opposition. Et là c'est une vraie différence quand même qui est fondamentale sur ce bull run. Et c'est pour ça que d'un côté, les chiffres délirants, les 5 000, les 10 000, les 15 000, les 20 000, les 100 000 que j'ai vus par Ethereum sont complètement délirants, débiles. Mais d'un autre côté, on se dit, où est la limite? Et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc, je pense que le plus simple pour ça, c'est de monitorer la débilité de marché parce que rien ne montera jusqu'aux étoiles et les instituts eux-mêmes connaissent très bien ça parce que c'est eux-mêmes qui créent ces mouvements. Alors, pas sur les cryptos pour le coup parce qu'on l'a vu, ils sont en retard, mais sur les marchés financiers, c'est eux-mêmes qui génèrent ces mouvements-là, c'est eux-mêmes qui achètent au bon moment, qui vendent et qui baisent les petits porteurs tout le temps. Donc, ils connaissent très très bien cette dynamique-là. Donc, je me dis d'un côté, ils veulent en profiter, ils ont compris.
Mais d'un autre côté, ils ne laisseront pas non plus les choses exploser sans limite. Ils vont prendre des profits et eux, ils vont savoir sortir. Autant plein d'investisseurs comme toi, comme moi, comme les petits porteurs, comme bon, j'espère pas la team rentable, hein, mais je serai là pour t'aider, ne vont pas savoir sortir, ils vont acheter au plus haut, faire des conneries. Autant eux, je me fais aucun souci pour eux. Donc, où se situe la balance? Entre, ça peut monter très haut, il y a énormément de potentiel, et ils ne vont pas laisser monter aux étoiles, ou en tout cas, eux, ils vont sortir et prendre leur profit pour racheter plus bas, parce que eux, ils sont très bien conscients que les cycles, ils durent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et ils sont là pour longtemps. Et leur gestion de risque, leur modèle mathématique, financier, prennent en compte ça. Très clairement, ils n'ont pas la FOMO comme toi, hein, de dire ouais, il faut que je gagne vite de l'argent, Lamborghini à baguette magique. Non, non, non. Eux, c'est carré. Donc, très honnêtement, là, si je dois donner mon avis à chaud, qui peut évoluer avec les semaines, je pense que ce bull run n'est pas encore le bull run de Ethereum à 20 000, à 100 000. Je pense que ce bull run est peut-être le bull run de Bitcoin à 100 000, mais peut-être pas de Bitcoin à 1 million. Mais encore une fois, je ne sais pas, je suis pas du tout Madame Irma. Celui qui te dit qu'il sait, c'est du bullshit, c'est des conneries, et on va voir, on va accompagner le mouvement, ça c'est sûr, et puis on va continuer à analyser. Et là tout de suite maintenant, à chaud, voilà ce que je peux te dire. On va en reparler en fin de vidéo. Attends, on ne va pas aller trop vite, on va retourner sur notre document parce qu'on a quelques pages à lire quand même. Donc, on t'explique ici qu'il y a plusieurs façons de faire l'évaluation de ce type de sous-jacent, comme on l'avait vu avec Bitcoin. Donc on peut le voir comme une monnaie, on peut le voir comme une store of value, on peut le voir comme un moyen d'échange, donc store of value comme un réservoir de valeur. Désolé pour les anglicismes, hein, mais là, entre la finance et les crypto-monnaies, voilà. Donc comme un réservoir de valeur, un petit peu comme l'or. On peut le voir comme une monnaie d'échange, on peut aussi le voir comme une dynamique, comme un actif, comme une dynamique d'emprunt, etc. On va le voir au fur et à mesure. Donc là, déjà comme une monnaie, on t'explique quand même qu'il y a 7 millions d'Ethereum qui sont bloqués comme collatéral sur les différents protocoles décentralisés. Ça nous revient à 9 milliards de dollars au prix courant. Donc pareil, hein, un petit peu la même idée qu'avec les contrats futurs, plus il y a d'Ethereum qui sont bloqués, ça marche avec tous les sous-jacents, hein, plus il y a de sous-jacents bloqués sur un marché limité, c'est tout simplement le supply qui veut ça. On l'a vu d'ailleurs avec GME et les short squeeze, etc. Plus on a un marché limité, okay, il y a un nombre d'unités qui est limité. Il y en a X, okay. Faisons des chiffres faciles pour qu'on comprenne tous. On prend un marché avec 10 000 unités. Okay. Il y a 10K unités d'un truc. Ça peut être Ethereum, ça peut être une action, ça peut être ce que tu veux. Si il y en a 9 000 qui sont bloqués, ok, parce que comme Ethereum, on a besoin de les bloquer sur le protocole, ou parce qu'ils sont achetés par une grosse institution qui les garde et qui ne veut pas les vendre, etc. Il peut y avoir plein de raisons, hein, ou alors ils sont bloqués comme collatéral dans un clearing system parce que derrière il y a des contrats, etc. Ces 9 cas sont bloqués. Donc il ne nous reste que 1000 unités. On appelle en floating. On appelle ça le floating. Okay, donc on comprend très bien, qui flottent, qui sont disponibles. On n'a plus que 1000 unités. Forcément, si on a une pression acheteuse sur 1000 unités, c'est beaucoup plus simple de faire monter les prix que sur 10 000 unités. Ça se comprend très bien. Encore une fois, moins il y en a, et si tout le monde en veut au même moment, la rareté, l'effet de rareté, la loi d'offre et la demande, les prix vont augmenter plus vite parce qu'il va y avoir de moins en moins de vendeurs en face. C'est pas qu'il y a des gens qui veulent pas vendre, c'est surtout que c'est tout simplement pas disponible. C'est comme quand tout le monde veut acheter un iPhone quand il sort, il n'y a tout simplement pas d'iPhone. On l'a vu avec la dernière PlayStation, là je ne sais pas quel numéro, la 4, la 5, je ne sais pas. Vous avez vu ça sûrement dans les news. Il n'y a plus de PlayStation parce qu'il n'y a plus de je ne sais plus quelle puce, machin. Sony, ils n'arrivent plus à vendre assez de PlayStation. Donc les prix montent, tout le monde veut une PlayStation et aujourd'hui il y a des prix complètement débiles pour acheter des PlayStation. Et ça c'est la même chose, c'est la notion de floating. Donc c'est la notion de flottant, le flottant en français d'ailleurs. Donc ce qu'on nous dit, c'est que pour Ethereum, il y a quand même un peu d'Ethereum bloqué, ce qui est quand même bon signe. Et d'ailleurs, on a ici, je vais te l'afficher, je te le mettrai aussi dans les notes de l'épisode, Ethereum 2.0, on va aller très vite là-dessus parce que sinon je pourrais faire une vidéo d'1 heure juste sur ce point-là, mais Ethereum 2.0, c'est l'évolution d'Ethereum. Globalement, on est en train de changer le protocole. En version vulgarisée, ça veut dire qu'on est en train de changer le code, tout simplement. Et vu qu'on change le code, on change un peu les règles du jeu et il va falloir bloquer
plus d'Ethereum pour être un validateur. Et quand tu es validateur, ça te donne le droit d'avoir tout simplement des intérêts. Ça te donne le droit de toucher des frais. Quand les gens vont s'échanger, quand la blockchain va tourner, tu vas être validateur. Et vu que tu es validateur, tu vas valider des transactions. Et quand tu valides des transactions, tu touches un taux d'intérêt. Tu touches tout simplement les frais des gens qui utilisent le réseau. Pour être validateur, sur ce nouveau protocole Ethereum 2.0, il faudra bloquer des tokens, il faudra bloquer des ETH. Donc il y a plein de validateurs, de pré-validateurs ou de déjà aujourd'hui validateurs qui veulent participer à ce protocole-là qui est en train de s'implémenter au fil des mois, ça ne prend pas 2 minutes, et donc ils ont déjà bloqué des ETH. Et tu vois qu'on avait un besoin minimum de 524 288 ETH pour lancer finalement le projet Ethereum 2.0 et on en a bloqué 3 millions finalement. Donc les gens ont super bien réagi à ce nouveau protocole, ce qui veut dire que on en a plus qui sont bloqués, ce qui veut dire comme d'habitude que ça... déjà on a une notion de succès. Donc s'il y a un succès, les gens parlent d'Ethereum, pareil, plus de gens le découvrent et ça monte. Et puis on a aussi la notion de diminution du flottant et donc de rareté et donc d'augmentation des prix. Donc c'est ça qu'on nous explique ici. Ici, il y a un truc qui est intéressant que j'ai apprécié aussi, c'est que globalement, aujourd'hui, enfin en tout cas quand ce rapport a été émis, donc il y a quelques jours, la valeur totale alors on parle encore du market cap, tu sais que comme j'aime pas spécialement faire des amalgames avec le market cap, mais pour comparer des choses, j'accepte, et surtout pour comparer Ethereum à Bitcoin, c'est pour ça que cette donnée m'intéresse. Ça fait du sens, parce que là, on ne compare pas des poires et des bananes, on compare 2 poires entre elles, une plus grosse et une plus petite. Donc, on est à peu près à un peu moins de 20% du market cap d'Ethereum, de Bitcoin, et quand on compare aussi les agrégats monétaires, et notamment M2 qui m'intéresse, parce que M2 c'est quoi? C'est tout ce qui est cash, pièces, billets, etc., plus les dépôts court terme. Donc tout ce qui est livret A, livret d'épargne, etc., c'est l'agrégat monétaire M2. Okay, Ethereum, c'est 0,07% de M2. Donc pareil, ça c'est très instit, encore une fois, mais les instits comprennent et ça leur parle. Et globalement, on est en train d'expliquer que c'est pas très cher finalement. Ça pourrait être plus cher, quoi. Et par rapport à Bitcoin, c'est une fraction. Sur cette page-là, alors il y a autre chose qui est intéressant, mais pareil, je vais passer assez vite, sinon on va y passer des heures et des heures. Je te l'ai dit, le protocole Ethereum a permis de lancer plein de choses grâce au smart contract et sur cette blockchain qui finalement est une espèce de boîte à outils, c'est-à-dire que sur Ethereum, dans l'algo et sur la blockchain Ethereum, tu peux faire plein de trucs. Il y a notamment un projet qui a été lancé qui s'appelle WBTC, qui est le Bitcoin, qui est un autre Bitcoin, mais sur la blockchain Ethereum. Et on parlait rapidement pour Tesla, par exemple, des temps de transfert, des coûts, des frais, etc. Là, Ethereum a voulu répondre un petit peu à le projet en tout cas de WBTC, a voulu répondre à ce problème-là en disant, tiens, Bitcoin, la blockchain, bon c'est bien Bitcoin et tout, mais c'est pas super optimal niveau rapidité, niveau frais, niveau tout ce que tu veux. Donc on va prendre le même Bitcoin, il a le même cours, mais on va le mettre sur la blockchain Ethereum, donc on pourra se l'échanger dans la blockchain Ethereum, on pourra créer des smart contracts dessus, etc. WBTC. Donc il y a eu un peu de succès là-dessus, c'est mis en avant, et USDT aussi et USDC, qui sont, tu connais, des stablecoins qui répliquent le dollar, sont aussi sur la blockchain Ethereum. Donc, ce qu'on explique, c'est que c'est à double tranchant, qu'il ne faudrait pas que USDT et USDC, tu vois, qui sont quelque part par là, prennent une grosse partie en effet du gâteau, que WBTC prenne une partie plus importante du gâteau, que USDC prenne une partie plus importante du gâteau. Quid de Ethereum? Donc là, ce qu'on explique en effet, c'est qu'il faudra monitorer tout ça. Ethereum est aussi vu comme une commodité, puisque très rapidement, pareil, sans rentrer dans le détail technique, pour faire des transactions sur cette blockchain, ça demande des frais, ça demande de mettre en place des validateurs, des mineurs, demain des validateurs. Même si le protocole évolue, il y aura des frais. Donc, ces frais font que ça vient créer une pression, encore une fois, sur le prix. Et il y a 2 façons de voir les choses, et c'est ce qu'on t'explique sur ces pages-là. C'est qu'aujourd'hui, les frais font que, regarde, mets-toi à la place d'un mineur aujourd'hui. Tu reçois des Ethereum, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu gardes tes Ethereum et donc tu ne les vends pas? Donc si tu ne les vends pas, tu retiens le flottant et les prix peuvent continuer à augmenter parce que tu crois plus en Ethereum qu'en quoi tu pourrais le vendre. Mais le double tranchant du truc,
c'est que si tu reçois des Ethereum comme rémunération, mais que tu veux récupérer du vrai argent ou une autre crypto, tu vas les vendre. Donc là, tu vas baisser la rétention du flottant et puis tu vas aussi remettre de la pression vendeuse sur le marché. Donc tu peux aussi concourir, c'est pour ça que c'est à double tranchant, à faire baisser les prix. Donc là, c'est ce qu'ils expliquent ici. Il y a aussi un petit changement d'algo qui va intervenir, le EIP 1559, qui est autre chose que Ethereum 2.0, c'est un autre truc. Qui, en gros, pareil, je te la fais très rapidement, on pourrait faire une vidéo d'1 heure sur le sujet. Aujourd'hui, au lieu de payer une grosse partie de frais aux mineurs, demain on paierait une partie de frais qui serait moindre aux validateurs et on viendrait brûler des ETH. C'est-à-dire qu'une partie des frais, au lieu d'aller aux mineurs, il serait brûlé, il serait perdu. Donc ce qui ferait que le cap total, le nombre total de coins en circulation, bien sûr, va baisser avec le temps. Alors on vient brûler une fraction à chaque fois, hein. Mais au lieu que la monnaie soit inflationniste, c'est-à-dire qu'on en met de plus en plus sur le marché, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce nouvel algo, s'il est validé, encore une fois, il y a toute une notion de vote, etc., fera passer Ethereum non pas comme une monnaie inflationniste, mais comme une monnaie déflationniste, ou en tout cas à l'équilibre. Et on comprend très bien que si on en met de moins en moins sur le marché et que c'est soit à l'équilibre, soit déflationniste, et on arriverait quand même à payer les validateurs, etc. Il est plutôt smart ce projet, mais là, il faut que tu sois vraiment à fond dans les cryptos pour t'y intéresser. Sinon, mon explication va te suffire si tu es juste un investisseur. Si ce projet est validé, donc Ethereum 2.0, on l'a vu, il est validé, il est en cours de déploiement, donc c'est cool. Si celui-là est lui aussi validé, encore des choses qui vont se mettre dans la balance. Alors est-ce que nous, petits investisseurs, on va suivre ça de près en disant « Oh là là, si ça c'est validé, ça va exploser, etc. » Non, ça ne m'intéresse pas trop parce qu'on le sait, on a aussi l'effet acheter la rumeur, vendre la news, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, ça se trouve, ça sera dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ça se trouve, ça sera après le bull run, ça se trouve, ça sera trop tard, ça se trouve, ça sera sur le prochain cycle. Donc moi, perso, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est juste de voir quel est l'environnement actuel d'Ethereum. Et là, ce qui m'intéresse, c'est ça déjà, première chose, mais au-delà de ça, tu sais, comme aux échecs, tu penses avec un coup d'avance. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de me rendre compte comment les instits et les gens écoutés par les instits, en l'occurrence Grayscale, voient l'avenir et voient l'évolution. Et quand je vois qu'ils comprennent et qu'ils étudient, qu'ils font des modèles là-dessus, franchement, il y a 1 an, 2 ans, c'était vraiment un truc d'ultra geek. Si tu n'étais pas un développeur sur la blockchain, une des blockchains, tu n'étais pas un méga gros geek des cryptos, mais ça, tu n'étais pas au courant. Jamais. Et encore aujourd'hui. Là, des instits, donc les mecs gris, barbe, boomer, gros ventre, ont compris, sont au courant, suivent, étudient, mettent ça dans leur modèle. Ça, pour moi, ça sent super bon, tu vois. Encore une fois. Allez, on avance. Là, il y a un truc qui est intéressant, on l'avait vu pour Bitcoin, donc je passe rapidement, mais en effet, c'est que les fees, ici, augmentent. Okay, ils augmentent avec, bien sûr, l'augmentation de la demande, puisque si la demande augmente, il y a une saturation du réseau qui va se mettre en place. Je dois avoir un graphique ici, oui. Et donc, les fees augmentent, donc les frais qui vont être payés par les gens pour faire transiter les cryptos sont plus importants. Et on le voit ici, il y a une vraie explosion à la fin de l'été et puis une deuxième vraie explosion au début du bull run aux alentours d'octobre-novembre. Et on le voit ici, on est là, tu vois, aux alentours de 22-24 balles de frais par transaction. Alors Jean Relou, là, qui dit « Oui, mais Yann, c'est quoi les balles? C'est des euros ou c'est des USD ?» Petite dédicace pour toi. Donc on est à 24 USD par transaction. On a vu, tu vois, pendant le pic de fin décembre, début janvier, on était monté à 17, ça s'était calmé. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de voir que le trend augmente, il augmente de plus en plus fort. Ça sent bon, voilà, ça sent bon. On est encore plus haut que ce qu'on était en 2018, ce qui nous porte à dire quand même que, tu vois, les prix viennent à peine de passer le ATH, le all-time high, le plus haut historique. Pourtant, les frais de transaction sont beaucoup plus hauts, pourtant il se passe beaucoup plus de choses sur cette blockchain, pourtant les institutionnels arrivent. Et finalement, quand je regarde un petit peu tout ce qui se passe autour, tu vois, tout ce que je viens de te dire, par rapport au prix actuel, je me dis ouais, c'est bien, on a cassé fort, mais est-ce qu'on n'aurait pas du retard par rapport à Bitcoin, qui lui a déjà fait x2 par rapport à son plus haut historique?
Et on le voit d'ailleurs sur les altes, hein, puisque Ethereum a beau être une grosse alt, ça reste une alt. Souvent, on est en retard. Et on va surveiller de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on est en retard et est-ce qu'on a aujourd'hui, maintenant, la capacité de faire x2 sur ETH? Je le pense. Est-ce que ça va arriver? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on est en retard entre l'intérêt des investisseurs, et notamment des gros investisseurs, et les prix? Est-ce que cet intérêt est reflété dans le prix? Je ne pense pas totalement. Est-ce que ça veut dire que ça va forcément monter? Je n'en sais rien, encore une fois. Peut-être que les instituts, on ne le sait pas, ils sont tous mis d'accord pour que Ethereum, finalement, ça les intéresse moyen. Et ils vont vendre pour acheter plus de Bitcoin. Et Bitcoin va continuer à exploser. On ne sait pas, attention de ne pas faire de raccourcis. Mais moi, perso, ça sent bon, je garde mes ETH et je n'ai pas commencé à vendre, si en tout cas je dois te parler de ça. Les holders versus les spéculateurs, on avait vu ça ensemble sur Bitcoin. Alors c'est pareil, c'est moins extrême que Bitcoin. Ce qui porterait à croire que soit on est toujours pareil, hein, c'est à double tranchant, soit on est en fin de cycle, et Ethereum finalement est pas si intéressant que ça, ou en tout cas il y a les holders, tu vois, qui sont là, qui sont ici en bleu ciel. On a une petite baisse ici quand même depuis le 1er janvier de l'an dernier. Donc on se dit voilà pourquoi ils partent. Est-ce que il est trop tôt dans le mouvement et puis on va casser et cette courbe-là va partir vers le haut, comme ce qui s'était passé finalement lors du précédent bull run, où on a une vraie grosse cassure. Et donc on est très tôt dans ce mouvement, ou est-ce qu'on est plutôt à la fin de ce mouvement? Quand je mets cet indice-là en face de tout ce qu'on a vu avant, j'ai l'impression, encore une fois, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas un professionnel, tu fais ce que tu veux, hein, je te remets les disclaimers. J'aurais tendance à dire qu'on est plutôt tôt dans le cycle, voilà, tout simplement. Quand on continue, on t'explique pareil. Donc là, il réexplique le Ethereum 2.0 que je t'ai déjà expliqué, donc je ne reviens pas dessus. Là, pareil, ils remettent en avant ce que je t'ai expliqué, les 3 millions de TH qui sont bloqués, et puis ils expliquent comment ça va fonctionner et comment ça fonctionne au niveau des échanges. Donc pareil, ce qui me semble super smart et super finalement pas habituel pour des instits et pour des voilà, je trouve ça super, je suis agréablement étonné. On t'explique que si on suit la loi de Metcalfe, qui est une loi qui permet d'évaluer les boîtes tech, et notamment qui avait évalué Facebook, qu'on est censé évaluer la valeur d'un réseau par rapport à son nombre d'utilisateurs, comme un réseau social par exemple, plus il y a d'utilisateurs et bien sûr plus il va valoir cher, et l'augmentation de cette évaluation est proportionnelle au carré de l'augmentation. C'est-à-dire qu'une augmentation de 2, c'est 4 fois plus d'évaluation, 4 fois plus cher dans l'évaluation de la boîte. Donc ça marche pour les startups. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça fonctionne pour les crypto-monnaies, tout simplement. Augmentation des utilisateurs. Les courbes sont dans le bon sens. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant. Je suis allé un petit peu plus loin dans les recherches que ce qu'ils ont fait. Tiens, je te bascule sur l'écran. On voit que ça, c'est le nombre d'adresses. Tu sais qu'une adresse, c'est quoi? C'est comme un compte. Un compte en banque, tu as un IBAN. Là, un compte crypto, tu as une adresse. L'augmentation des adresses dans le temps. C'est des augmentations journalières. Donc tu vois qu'en 2016, il ne se passe pas grand-chose. Il y a 100, 200, 400 adresses en plus tous les jours. 2017-2000. Fin 2017, on commence à arriver à 70 000, boum, le bull run, 125 000, explosion du bull run, 200 000, 200, 300 000. Non, même pas. 200, quasiment 300 000 à ce moment-là. Aujourd'hui, on n'est qu'à 146 000 adresses, 170 000 adresses par jour, allez, 180 là sur hier. Hier, 187 000 adresses par jour. Donc ça, pareil. Ce qui m'intéresse, c'est de voir. Là, je veux voir une exponentielle. Là, je veux voir une courbe qui fait comme les cryptos. Je veux voir une courbe qui augmente. Je veux voir qu'on dépasse les 300 000. Tu vois, on était même monté à 355 000 adresses jour. Donc là, je veux voir du 400, du 500 000 adresses jour.
Là, c'est bien sûr la montagne bleue, c'est la somme totale de toutes ces adresses. Mais il y a une deuxième chose que je veux voir, parce que là, je m'intéresse qu'aux comptes, je m'intéresse qu'aux adresses. Donc c'est comme si je disais, je regarde tous les comptes bancaires en France. Ça m'intéresse, mais pas que. Ce qui m'intéresse, c'est cette deuxième courbe. Ça, c'est les adresses actives. Donc globalement, c'est une adresse active, c'est une adresse où il se passe quelque chose dans la journée. Okay, donc c'est le nombre d'adresses actives chaque jour. Pareil, avant Bull Run 2017, on était à 45 000 à peu près adresses actives journalières, on est monté à 135, puis à 180, puis explosion pendant le Bull Run, ça correspond, tu as vu, ça ressemble au prix, hein, la courbe, hein, mais ce n'est pas une courbe de prix. Hein. On est monté à 800 000 adresses actives, on est monté à 1 million d'adresses actives au pic. 1 million d'adresses actives. C'est-à-dire que ce jour-là, il y a eu 1 million de comptes Ethereum qui ont fait des mouvements. Ça, c'est ce que je veux revoir. Tu vois. Je veux revoir ce genre de choses. Aujourd'hui, on est aux alentours de 760 000, 770 000 adresses actives journalières. Donc c'est ce qu'ils ont mis en avant ici, sauf que c'est un peu moins bien zoomé. Donc voilà. Ici, on voit que ça, c'est l'intérêt des mineurs. C'est ce que je t'expliquais un petit peu plus tôt. Les mineurs sont toujours là, le prix augmente, mais les mineurs sont là et leur puissance de calcul est toujours présente. Donc ça va dans le bon sens. Et voilà, globalement, la conclusion t'explique qu'il y a beaucoup d'espoir pour Ethereum, mais qu'il faut quand même le surveiller et que c'est beaucoup plus jeune que Bitcoin. Et puis après, c'est tous les disclaimers légaux, comme quoi tout ça n'est pas un conseil et que on est content et on t'a appris des choses de façon gratuite. Globalement, c'est ce qu'ils expliquent, puisque c'est des ressources techniques. Okay. Donc, si je dois un petit peu faire le point autour de tout ça, tu vois que j'ai du mal à savoir où je me trouve, et c'est la même façon, je pense que Grayscale aussi, hein. Je suis content d'avoir à peu près la même conclusion qu'eux. J'ai du mal à savoir où on se trouve. Est-ce que on a vu l'explosion de marché, on a vu le plus haut, on va avoir un sell-off temporaire et ça repart, ou définitif. Il y a quelques indices qui vont dans ce sens-là, mais pas beaucoup, notamment les rémunérations des mineurs, notamment le pourcentage de holders, etc. Ou alors, est-ce qu'on est plutôt en début de cycle et en fait on est quelque part par là, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que plus tard, ça va faire ça. Et nous on est là, on a l'impression qu'on est haut et en fait on est que sur un début de mouvement. J'aurais tendance à privilégier ce scénario-là, étant donné les instits, hein, c'est toujours pareil. Hein. Étant donné deux choses. Un, la pression instit, comme je te l'ai assez expliqué dans cette vidéo. Deux, la pression des particuliers / le marché général / tout ce qui est news, etc. Enfin, le bruit ambiant, tu vois, qui n'est pas encore débile, je trouve. Oui, je commence à voir des choses, des gens qui me disent « Ah, Ethereum va monter à 20 000 dans 10 jours, achetez tout, on va aller à 100 000 sur ce bull run ». Je commence à le voir, mais pas encore dingue. Je commence à avoir l'effet Nabila, tu sais, de gens qui n'ont rien à voir avec les cryptos, genre ton coiffeur, qui commence à en parler, mais je trouve que ça parle uniquement de Bitcoin pour l'instant, et je trouve que c'est pareil, c'est pas encore débile. Donc j'aurais tendance à privilégier ici. Maintenant, bon, je te refais pas le truc, hein, comme quoi je sais pas où ça va aller, ça peut baisser, on est bien d'accord là-dessus, tu l'as compris. Moi, personnellement, je suis tout à fait transparent avec toi sur la totalité de mon portefeuille crypto. J'ai quand même une part d'Ethereum assez importante, je n'ai pas commencé à vendre et comme je l'ai promis dans les commentaires, j'annoncerai quand je commencerai à vendre, j'annoncerai même le pourcentage de vente et j'annoncerai même mes niveaux, si je sors 20 puis la 30, etc. Je t'annoncerai en temps réel ce que je fais. Encore une fois, je ne suis pas l'oracle de la crypto et peut-être que je sortirai beaucoup trop tôt ou peut-être trop tard. En tout cas, je te le dirai. Première chose. Deuxième chose, je sais, et moi le premier, que tout le monde adore les prédictions. Tout le monde a envie de savoir jusqu'où ce bull run peut aller. Et pour Ethereum, qui était le focus de cette vidéo, mais aussi pour toutes les autres cryptos, peut-être, on va dire, le top 10 des cryptos, et celles où il y a le plus de volume d'échange, celles sur lesquelles tu investis le plus. Je veux bien me risquer à faire une vidéo, j'ai réfléchi à cette vidéo, où je vais prendre
toutes les méthodes d'évaluation possibles, en tout cas un plus grand nombre possible de méthodes d'évaluation. Okay, peut-être on va en retenir 5, 10, j'en sais rien, 8, voilà. Et graphiques, et techniques, et des ratios, et de la feuille Excel. Okay, donc ça, je prends tous ces ratios-là. Et on va faire rentrer dans cette espèce de calculateur de machine 2, 3, 5, 8 cryptos, j'en sais rien, pour arriver à essayer de prédire, on ne le fera jamais, où ce marché peut aller. Est-ce que cette vidéo t'intéresse? Première question. Parce que sinon, je ne m'emmerde pas à la faire parce qu'elle va me demander quand même pas mal de préparation. Et on fait passer tout ça dans la machine. Donc dis-moi vraiment si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Et je vais faire un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je vais le faire parce que ça aide la chaîne et tu le sais, c'est important comme les pouces. Je ferai cette vidéo si on atteint au moins 1000 commentaires. Donc balance ton petit commentaire de référencement, fais-moi plaisir. Tu vois que je suis quand même là présent, je me suis remotivé pour être là sur YouTube, ça me demande du temps. Tu sais qu'avec Green Bull on fait plein de choses et que j'ai plein d'autres chats à fouetter, je prends du temps tous les jours pour être là avec toi. Donc un, ça me remercie, ça aide la chaîne, c'est cool. Et deux, utilise ces commentaires tant que tu y es pour me dire peut-être si tu as une idée de méthode d'évaluation qui t'intéresse plus qu'une autre, ou si tu as une crypto qui t'intéresse plus qu'une autre, je vais me taper de lire les commentaires et je ferai en sorte de faire plaisir au plus grand nombre. Et pour qu'on ait, qu'on ait cette vidéo et puis qu'on se dise, on essaye de prédire le plus haut de marché, ça ne me changera pas, je te rassure, ma stratégie de sortie, mais on mettra tout ça dans la balance et puis à la fin, à force de faire du shaker, on arrivera peut-être à quelque chose de cool. Et puis éclate le bouton là, éclate-le, tu prends sa tête là, bam, tu l'éclates. Allez, je te dis à bientôt la team, ciao!